Aujourd'hui, j'ai envoyé des messagers à travers tout le pays. Dans chaque ville, dans chaque village, ils emportent ce décret. J'impose à l'Égypte une tâche qui serait impossible dans tout autre pays au monde. Sur les sables du désert, vous bâtirez une pyramide. Ce sera un édifice plus grand que tout autre sur la surface de la Terre. Cette pyramide sera mon lieu de repos pour ma vie future. Chacun de vous est lié à moi par un pacte. Qu'il travaille comme jamais homme n'a travaillé. Et moi, le Dieu vivant de l'Égypte, je vous fais une promesse. Cette promesse, c'est que chaque homme, par son travail, s'assurera dans sa seconde vie une demeure pour lui-même. Acceptez-vous? D'un seul cœur, le peuple répondait à l'appel de Pharaon. Il arrivait des fermes et des oasis, des vallées et des montagnes. Il abandonnait son existence habituelle et se mettait en route vers la tâche sacrée. Et il chantait des chants de foi et d'allégresse. Milan Hubl, l'historien tchèque, disait ceci: « Pour liquider les peuples, on commence par leur enlever la mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur histoire, puis quelqu'un d'autre leur écrit d'autres livres, leur donne une autre culture et leur invente une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est et ce qu'il était, et le monde autour de lui l'oublie encore plus vite. » Je pense qu'il nous est arrivé exactement la même chose. Les gardiens de la simulation nous ont inventé une histoire et l'ont écrite et modelée à mesure que le besoin s'en faisait sentir. La seule différence réside dans le fait qu'ils n'ont même pas eu besoin d'effacer notre histoire, puisque d'histoire réelle, avant ce cycle de 1000 ans, nous n'en avons peut-être jamais eu. Mes amis chercheurs de vérité veulent encore croire absolument à ces civilisations antédiluviennes. Des géologues ont découvert que le sphinx a été lavé par des pluies incessantes pendant des siècles. Or, ces averses n'ont pu survenir que des milliers d'années avant le règne des pharaons. Est-ce à dire que le sphinx a été bâti bien avant l'aube de la civilisation? L'enjeu ici, c'est toute l'histoire de la civilisation. Il n'y a peut-être pas eu un déroulement linéaire de l'homme des cavernes débiles à nous autres très intelligents avec nos bombes atomiques et notre dentifrice au fluor. Parfois, des faits nouveaux viennent bouleverser les théories dominantes. C'est sur ces faits que nous allons nous pencher aujourd'hui en compagnie de spécialistes qui élaborent de nouvelles théories susceptibles de changer notre regard sur l'histoire de la civilisation tout entière. Ce visage monumental a été sculpté par les Olmecs du Mexique. On pense qu'il y a 2000 ans au bas mot. Les traits sont nettement africains. Pourtant, les Noirs ne sont censés être arrivés en Amérique qu'après Christophe Colomb. Dans un ouvrage intitulé « L'archéologie interdite de l'Atlantide au Sphinx », Colin Wilson rassemble divers éléments indiquant l'existence d'une grande civilisation disparue à une époque antérieure à l'histoire. J'imagine que vous ne croyez peut-être toujours pas que ce mensonge intégral soit possible. Alors, eh bien, revenons un peu à ce principe du mensonge. Un premier mensonge, le mensonge originel, si vous voulez, a orienté le reste des mensonges, et ainsi de suite. Les mensonges, en fait, vont s'accumuler les uns derrière les autres, couche par couche. Et à chaque fois, le menteur, celui qui imagine ces mensonges et qui les présente aux autres, à chaque fois, le menteur doit tenir compte du mensonge précédent, car évidemment, il faut sauver les apparences d'une cohérence. Mais il n'empêche qu'à force de mensonges, il s'éloigne tellement de toute vérité et de toute réalité qu'il lui est impossible de revenir en arrière. Même chose d'ailleurs pour sa victime. Le mensonge qui a été proféré ou qui a été accepté
finit par devenir réalité. Il devient la vérité. Eh bien, on peut dire que le mensonge, de ce fait, est devenu le premier pilier de la matrice, car il tient tout le système en place. Le mensonge est imbriqué à l'intérieur de nos sociétés. Alors, comment voudriez-vous sérieusement que la science que nous avons échafaudée nous-mêmes puisse échapper au mensonge? Il est amusant de voir, par exemple, que tous les sites archéologiques connaissent plusieurs périodes. Notamment, il y a la saison des fouilles, qui est très intense, et puis les archéologues se retirent, ils referment tout ce qui a été ouvert, et ils disparaissent du site et reviennent l'année suivante. Que se passe-t-il pendant la saison morte? Et ça explique bien aussi ce qui se passe sous l'eau, qu'en quelques mois, on peut poser un bloc sous l'eau à cet endroit-là, on revient 2 mois après, il s'est déplacé de 2-3 mètres. Hein. Eh bien, imagine, en 2000 ans d'histoire, un bloc qui fait 300-400 kilos, il peut être transporté. Alors ça aussi, ça fait partie des facteurs de difficulté en plus pour trouver les morceaux de statues. Est-ce qu'on ne prépare pas le site pour les trouvailles de la saison suivante? C'est une question que je me suis toujours posée. Les archéologues vous diront que c'est normal. D'abord, il faut qu'ils rentrent chez eux, puis ils doivent étudier ce qu'ils ont découvert et donc passer du temps en laboratoire. Mais moi, ça m'a toujours étonné de considérer qu'il n'y avait pas une deuxième équipe de remplacement qui prenait le relais pour poursuivre les fouilles. Pourquoi laisser pendant plusieurs mois le site à l'abandon, quoi, quasiment. En fait, dans cette grande entreprise du faux, qui est devenue une entreprise à l'échelle industrielle, j'imagine que pour chaque découverte, 2 équipes, voire même 3 équipes, se succèdent. Il y a une première équipe qui est composée d'artistes qui vont concevoir les objets et les présenter dans leur jus. Et puis il y a une seconde équipe qui va positionner les objets sur le site de façon à rendre leur découverte crédible. Et ensuite arrive sur le terrain la 3e équipe, celle des découvreurs. Donc forcément, le scénario archéologique, lui, il va s'enrichir de ces 3 versions, des 3 équipes qui sont totalement indépendantes les unes des autres et qui sont simplement chapeautées et supervisées par une toute petite poignée de savants initiés. C'est comme au cinéma, il y a l'équipe de réalisation et puis il y a l'équipe du montage. Au-dessus de ces 2 équipes, vous avez le réalisateur qui chapeaute et supervise l'ensemble de la création. La fable est évidente, comme lorsqu'on raconte une histoire à un enfant. Mais c'est l'enfant qui veut absolument y croire et qui passe outre l'évidence du conte de fées. Alors, allons-nous continuer de nous comporter comme des enfants en avalant toutes les couleuvres qu'on nous présente? Pas besoin de le présenter, les enfants le connaissent tous. Il a une grosse barbe, il a un chapeau, il est gros. Et depuis le 19e siècle, il porte le même manteau rouge. Quand les parents leur disent qu'il y a un Père Noël qui va passer par la cheminée et qui va amener les cadeaux, quand ils sont petits, ça pose aucun problème. Ça fait partie de la pensée magique. Et... Les parents ont d'abord été des enfants. Leur inconscient conserve pour toujours le souvenir. Et vous avez remarqué, pour découvrir des sites archéologiques majeurs, soit ils prennent un enfant, ou alors 4 enfants, comme à Lascaux, soit ils vont
mettre en avant le hasard, c'est-à-dire que quelqu'un va aller chercher un ballon, ou encore c'est un chien qui va creuser fortuitement un terrain, ou encore un berger qui va, en cherchant une chèvre, trouver une grotte comme à Qumran. C'est un journaliste qui accompagne les scientifiques. Alors, tandis que les scientifiques cherchent dans le sable où il n'y a rien, à quelques mètres de là, c'est l'innocent qui tombe par hasard sur le jackpot. Le photographe du magazine National Geographic, Mike Etwer, faisait partie de l'expédition. Je n'avais découvert aucun gros os lors de ce voyage et je voulais vraiment en dénicher un. Je me suis dirigé vers des collines et j'ai vu un os de jambe attaché à une hanche, puis 2 os de bras, puis des squelettes avec les crânes cisaillés en 2 par le vent. On aurait dit des tasses et on les a posés sur l'un des 4x4 et j'ai parlé des squelettes à l'équipe. Paul a compris que c'était important. Toute personne un petit peu critique et objective se dirait que ça paraît tout de même un peu gros tout ça. Ça ressemble beaucoup à ce que vous faites, vous, pendant la période de Pâques, pour trouver les œufs au chocolat avec vos enfants. Eh bien, quand il s'agit de nous inventer notre histoire, c'est un peu la même chose. On nous traite comme des enfants. En réalité, tout ça est toujours qu'une méthode de mensonge qui existe de tout temps et qui a été vraiment mis en place dès la période de la Seconde Renaissance. De fait, c'est comme ça. Mais c'est jamais des touristes dans le désert qui sont là pour méditer, qui trouvent un dinosaure. C'est à chaque fois le chasseur de dinosaures qui va dans le désert et qui trouve presque toujours ce qu'il cherche. Ça sera grâce à son chien, grâce à son enfant, grâce au plus grand des hasards. Mais dites-vous bien qu'à chaque fois, dans les grandes découvertes de la science, quand on vous parle de hasard, c'est qu'il y a généralement anguille sous roche. Le but, on sait, il y a évidemment l'argent et toute l'économie que ce secteur génère, des milliers d'emplois également. Mais il y a autre chose, il y a ce que l'on veut nous cacher. Le fait que nous vivons dans une matrice d'illusions et de mensonges. Je vais vous raconter maintenant une petite histoire. C'est l'histoire de ce grand chasseur de dinosaures. C'est un chercheur, un scientifique qui a à son actif la découverte de plusieurs centaines d'espèces de dinosaures. C'est un chercheur actuel, hein, c'est un chercheur récent, c'est un moderne. Et on a l'impression que cet homme-là, hein, qui chapeaute de nombreuses équipes, n'a qu'à se baisser pour trouver des dinosaures. Ce paléontologue de renommée mondiale est toujours prêt à aller explorer la prochaine colline ou à aller fouiller la prochaine dune. Dans son métier, découvrir une espèce disparue peut asseoir définitivement une carrière. Quand on connaît sa carrière, on se rend compte qu'il ne découvre finalement, hein, à travers tous ces dinosaures, que des squelettes. Il est spécialisé vraiment avec ses équipes dans la découverte archéologique d'ossements et de fossiles. Wow, c'est super, Dave. Quel griffe énorme! En plus de 20 ans passés à sillonner le désert, Paul a découvert des dizaines de dinosaures et de crocodiles préhistoriques jusque-là inconnus. Mais Gobero a été l'une de ses trouvailles les plus stupéfiantes. Et puis, tout à coup, il décide lui aussi de faire le gros coup, la découverte du siècle qui fera entrer son nom dans l'histoire. Un peu la même recette utilisée par Howard Carter, avec le tombeau de Toutankhamon. Les dents sont assez usées, mais pas tant que ça. C'est sans doute un jeune adulte. Je plongeais mon regard dans celui de mes semblables. Ça m'a fait des frissons dans le dos.
Et alors, ce chercheur invente dans le désert du Sahara 2 peuples inconnus, un site occupé, puis abandonné et occupé de nouveau, tout cela sur une période de plus de 10 000 ans, à une époque où le Sahara était prétendument un vaste domaine de savane et de forêt. À mesure qu'elle exhume des squelettes, l'équipe fait une constatation surprenante. Ces collines ne servaient pas de lieu de sépulture à une seule population. Elles abritent les ossements d'au moins 2 groupes humains différents. La datation au carbone 14 de plus de 70 squelettes indique qu'une première communauté s'est installée à Gobero il y a environ 10 000 ans, bien avant la construction des pyramides. Après avoir enseveli ses morts ici durant 1500 ans, cette population a disparu. 1000 ans plus tard, un second groupe est arrivé, lui aussi pré-égyptien. Il a vécu ici pendant 2500 ans. En se fossilisant, les squelettes les plus anciens ont pris une teinte sombre. D'après leurs ossements, il s'agissait d'individus grands et forts. Leurs crânes sont longs et de forme ovale, avec d'énormes orbites. Les squelettes plus récents sont de couleur blanche. Les crânes sont plus hauts et plus étroits, avec des orbites plus petites, et les os sont plus délicats. 2 groupes humains différents ayant vécu à des milliers d'années d'écart, mais ensevelis au même endroit. C'était stupéfiant. Il y avait des squelettes ici et là, mais enterrés à 5000 ans d'intervalle. Des hommes avaient occupé cet endroit pendant 5000 ans, et tous étaient plus anciens que les momies égyptiennes. Ce site était spécial. Alors sur le site, à fleur de sable, des dizaines de squelettes dans des positions et dans un état de conservation incroyable. Une fois complètement exhumés, les squelettes soulèvent encore plus de questions. C'étaient des gens robustes, mais ils étaient complètement repliés dans leur sépulture. Les genoux presque à la hauteur des mâchoires et les pieds croisés. Le squelette de cet homme tient dans un tube de 25 cm de diamètre. Ce type d'inhumation était courant à Gobero, il y a 10 000 ans. Pourquoi était-il enterré de cette manière? Et le tout aurait pu disparaître au vent sous l'effet de l'érosion s'il avait été découvert seulement 2 ans plus tard. Hein, là, vous voyez bien, vous imaginez bien le suspense, le hasard, la chance qui est toujours à l'origine de ces grandes découvertes. Toute trace de cet univers aurait disparu à jamais, sans une découverte accidentelle faite par un chasseur de dinosaures. On a commencé ici et on a continué par là. Faire une découverte, ce n'est pas trouver une chose qu'on attendait. C'est superbement conservé, c'est évident. C'est trouver une chose qu'on n'aurait jamais imaginée. C'était moins 2 ou 3 ans de plus et tout ça aurait disparu. Et comprendre que c'est important. C'est ça l'essence de la découverte. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, c'est un journaliste présent, un photographe du National Geographic, qui tombe le premier sur un crâne. Vous remarquerez également qu'il n'y a pas d'habitation, pas de pierre, pas de muret, pas de fondation d'habitation, rien que des squelettes, forcément. Là, on a affaire à un spécialiste du fossile et de l'ossement. Lorsque l'archéologue a une formation d'architecte, vous verrez, étonnamment, il découvrira, lui, des habitations et on trouvera très peu de vestiges humains. C'en est même amusant, on va vous montrer cette photo. On trouve les traces de pas d'un dinosaure qui marchait sur le sol à l'époque, qui est devenu par l'effet, le phénomène de la tectonique des plaques, une falaise. Faut savoir que les dinosaures sont apparus au 19e siècle,
après que leur existence ait été envisagée par les scientifiques défenseurs évidemment de la théorie d'évolution. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais trouvé d'ossements de dinosaures avant le 19e siècle, avant que cette théorie de Darwin ne voit le jour? En réalité, les fossiles de dinosaures exposés, ça il faut le savoir, sont tous des faux. On dit que les véritables ossements sont gardés dans des salles, fermées et sécurisées, parce que ce sont des fossiles trop précieux et puis trop fragiles qu'on ne peut pas les laisser comme ça à la vue du public. Mais en réalité, comme personne n'a accès à ces chambres fortes, il est vraiment difficile, là encore, de confirmer l'authenticité de ces ossements. Et puis, il faut savoir que la découverte des espèces de dinosaures a été vraiment émaillée de très nombreux scandales. Exemple emblématique, le brontosaure, qui est l'un des dinosaures le plus connu des gens de ma génération, l'un des plus grands dinosaures ayant existé. Ce mythe du brontosaure est un grand classique. Hein. C'est le dinosaure qu'on apprenait à l'école, dont on voyait les dessins sur les pages des livres scolaires. C'est le dinosaure emblématique également, le gentil dinosaure que l'on voit dans Jurassic Park. Bref, comme je vous le disais, le brontosaure a, pendant des décennies, été considéré comme le plus grand des dinosaures. Seul problème à tout ça, c'est que cette espèce n'a jamais existé. Elle a été inventée de toutes pièces, suite, paraît-il, à une erreur d'identification d'un squelette au cours du 19e siècle. Comme beaucoup d'enquêtes, est tombé sur la pointe d'un os qui sortait de terre. Les spécialistes du musée de paléontologie de Patagonie ont confirmé. À l'époque, ils n'ont pas idée de l'espèce extraordinaire qu'ils viennent de découvrir. La seule chose qu'on a trouvée du crâne, c'est cette dent. Trouvé. Au jour, nettoyé, scanné et reproduit 220 os de notre géant. Ils vont être mis à l'épreuve. On va enfin avoir une idée plus précise du poids et de la taille de notre dinosaure. On va enfin avoir une idée plus précise du poids et de la taille de notre dinosaure. En se relayant jour et nuit pour rassembler tous les os. Alors Diego, es-tu satisfait? Oui, on est tellement heureux. On a fait un boulot énorme. Il a fallu 40 000 heures de travail pour en arriver là. Affirmer que cette espèce est 10% plus grande qu'Argentinosaurus. Le plus grand dinosaure connu. Oui, le record précédent. On pense que celui-ci est le plus grand dinosaure jamais découvert. Ce qu'il faut savoir, pour terminer avec cette histoire, c'est que le plus grand gisement de dinosaures du monde se trouve en Chine. Et justement, curieusement, la plus grande fabrique d'ossements de faux dinosaures se trouve également en Chine et dans le même district que le lieu où se trouve ce gisement. Alors, là, vous êtes en train de voir des photos d'ouvriers en train de restaurer ces fossiles de dinosaures. Et on peut vraiment, en regardant cette façon de travailler à la chaîne, si ces ouvriers, avec leurs masques et leurs blouses blanches, ne sont pas en train, en réalité, de les fabriquer de toutes pièces. Car, il faut bien le dire, les Chinois sont tout de même les rois de la contrefaçon. Et pas seulement en matière de dinosaures.
En tout cas, dans le domaine de la contrefaçon, on voit qu'ils sont passés experts. Et juste pour vous en donner un petit témoignage, je vous invite à regarder la vidéo suivante qui va vous montrer ce que les Chinois ont été capables de faire juste pour installer un studio de cinéma dans une province. 很多人都想去看，但是每个人不一定每个人都有这个条件，对吧？建豪这个东西，其实对他们国家来说，其实我们也是比较崇拜他们的，是吧？这座高20米、长80多米的狮身人面像是本月初才出现在影视基地里的。腐蚀掉鼻子的脸部、沟壑部，山寨版的狮身人面像与埃及的原版雕像相似度非常高，且高度和长度还超越了原版。因而，埃及文物管理部门向联合国教科文组织投诉长城影视基地侵权。对此，该企业负责人表示，山寨版的狮身人面像只是拍摄电视剧的场景道具。它其实呢，主要是一个框架结构啊，它里面呢主要是我们用来搭建，就是说一个场景，就是说一个拍摄的一个摄影棚。那边的话就是搭造了一个就是皇宫宫殿。 这边的话就是一个书房，就用于电视剧拍摄，不像外界所说的可能那样，就是说光就是为旅客游览所参观的一个东西。我们主要是电视剧拍摄为主的。长城影视方面表示，他们在建造山寨版狮身人面像之前，并没有与相关部门做任何的申请和沟通。那这点呢，我们当时呢可能就是没想到啊，这点呢可能是我们这边的一个失误，我们这边就是表示一个很歉意的一个态度。 Les Chinois ont ainsi reproduit le sphinx à l'identique et avec les traces d'érosion, s'il vous plaît, et tout ça pour en faire simplement un studio de cinéma. Alors, il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas mis 20 ans pour le bâtir, ce sphinx. Ça leur a pris que quelques mois. Justement, au niveau du sphinx, croyez-vous sérieusement qu'il aurait pu résister à 5000 ans d'histoire, comme le dit la version officielle? Je vous invite à regarder plutôt l'extrait de ce documentaire intitulé « Une vie après l'homme ». Trop imposantes pour être détruites aussi bien par l'homme que par la nature, les pyramides de Gizeh sont la seule des 7 merveilles du monde encore debout. De nombreux monuments anciens ont traversé les siècles uniquement grâce aux efforts déployés par les humains. Le Sphinx a été mis au jour et restauré pour la première fois en 1400 avant Jésus-Christ. Les experts qui l'ont étudié pensent que sans intervention humaine, le sel et l'érosion finiraient par le réduire en poussière au bout de 500 à 1000 ans. Regardez l'état des temples d'Angkor, datant du XVe siècle. Ils ont été dévorés par la végétation en quelques décennies de guerre. Pensez-vous vraiment que le sphinx aurait pu résister durant 5000 ans? Autre petite anecdote, donc on a appris que les statues chinoises des soldats de l'empereur, vous savez ces fameuses statues d'argile dont nous avons parlé dans un volet précédent, on a appris qu'on avait retrouvé de l'ADN européen sur le site. En Chine, de nouvelles découvertes ont été faites sur la célèbre armée de terre cuite. Ces milliers de statues de soldats n'auraient pas tout à fait l'origine qu'on leur pensait. En réalisant des fouilles, les archéologues ont découvert un fragment d'ADN de l'époque, mais d'origine européenne. Ces statues chinoises de l'armée de l'empereur sont-elles du même acabit que les contrefaçons grecques et romaines appartenant en réalité à la première Renaissance? C'est toute la question.